ici Simon Tessier. Bienvenue à cet épisode hors série du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, je m'entretiens avec José Bédard et Marc Rémillard, tous deux commerçants de véhicules récréatifs. Alors, on va faire un tour de leur milieu, en apprendre un peu plus sur leur réalité et voir où se situe l'industrie en 2021. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. Je suis en compagnie aujourd'hui dans cet épisode hors série de deux... Là, je ne sais pas comment les appeler. On va régler ça en partant. Est-ce que c'est des commerçants de véhicules récréatifs? Est-ce que c'est des vendeurs de roulottes ou des vendeuses de roulottes? Est-ce que c'est... Je vais les laisser se présenter. Je suis d'abord avec José Bédard de Roulotte Chaudière. Salut, José. Bonjour. Ça va bien? Bien, très, très bien. Très bien. Marc Rémillard, de Roulotte Rémillard. Ça va bien, Marc? Oui, ça va très bien. Je suis un commerçant de véhicules récréatifs. Commerçant de véhicules récréatifs. Exactement. Et commerçante de véhicules récréatifs. Donc, vous faites tous les deux partie de l'ACVRQ, l'Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec. Pour le campeur, ben c'est l'association qui organise ou qui organisait les salons du VR avant la pandémie. On va reprendre ça bientôt, j'imagine. On va en parler un peu plus tard. Mais je voulais jaser avec vous parce que ça intéresse les campeurs. On parle beaucoup des terrains de camping, que la business va bien, mais ça va bien aussi pour les commerçants de véhicules récréatifs depuis quelques années, n'est-ce pas? Je peux répondre à cette question-là. C'est sûr qu'on a vécu dans les dernières années une augmentation de nos ventes. Par contre, c'est relatif à on n'en a pas beaucoup en inventaire et tout ça. On vit, comme tout le monde, une pandémie. Alors, oui, on en vend beaucoup, mais on en a un petit peu moins en inventaire. Alors, c'est sûr que si je vous dirais, on en vend plus qu'avant, un petit peu plus, mais on pourrait encore en vendre plus, ce qui serait très, très plaisant. Fait qu'on vit un peu la même chose que nos amis là, qui sont dans le VL et tout ça, là, qui ont... mais on a la cote, disons, de ce temps-ci, c'est sûr. Et quand tu dis VL, José, c'est véhicule de loisirs, oui. C'est ça? Oui. Marc, c'est la même chose de ton côté? Ouais, ben écoute, c'est sûr que depuis avril l'année dernière, là, avec la pandémie qui nous a pris de plein fouet, là, tu sais, le Québécois ou peu importe, là, que ce soit un Canadien, un Québécois, ont toujours dans leur nature là, de vouloir voyager. Puis ça a tout le temps été comme ça. Puis là, on a été un peu pognés à la maison. Ce qui a fait en sorte que les gens qui avaient déjà un VR, ben, ils ont apprécié de l'avoir dans leur cours, ils étaient bien contents. Et puis les gens qui ne pouvaient plus prendre l'avion, ne pouvaient plus traverser les lignes, ben, il fallait qu'ils se trouvent une option de voyage. Donc, on l'a découvert depuis l'année passée, moi, je pense sincèrement, on va avoir les chiffres l'année prochaine, qu'on a gagné à peu près entre 15 et 20 % de nouvelle clientèle au niveau de l'industrie du VR. Même chose au niveau des campings et tout ça. Donc, c'est sûr que par la bande, ça nécessite, je veux dire, ça nous envoie plus de ventes dans nos commerces. Ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui sont intéressés au domaine. Il y a plus de demandes au niveau de la location, plus de demandes au niveau de la location des campings, au niveau des terrains, tout ça. Donc, c'est sûr que depuis 1 an et demi, on vit un boom dans l'industrie du VR. Mais comme José a dit, oui, c'est des bonnes années. Mais, exemple, si la demande a augmenté de 20-30 %, malheureusement, l'offre a diminué également au niveau des manufacturiers d'à peu près 20-30 %. Donc, ça nous affecte énormément au niveau de notre inventaire. Puis on ne peut pas fournir la demande qui est présente en ce moment et qui est grandissante. Ça reste que l'industrie est très fleurissante, comme je dis, parce que les gens veulent faire du camping. Puis il y a un beau potentiel là, pour les prochaines années à venir de développement au niveau des campings, au niveau des commerçants de VR aussi avec les nouveautés. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à avoir de l'approvisionnement? Est-ce que c'est les manufactures qui en produisent moins à cause des règles sanitaires? Est-ce que c'est le matériel qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? Ben, c'est une chaîne. Tu sais, moi, je pense que c'est tout un enchaînement de choses qui fait que ça va atteindre l'industrie de la fabrication. Alors, autant le COVID pour les employés, autant le manque de main-d'œuvre que le manque de matières premières. Souvent, on va réussir à quasiment finaliser un VR. Par contre, on ne pourra pas l'envoyer parce que, bon, on va manquer de réfrigérateurs. Alors, tout ça retarde. Même le transport, il y a goûté aussi parce que nous, comme vous le savez, la plupart de nos VR viennent de Indiana. Alors, ça vient des États-Unis. Il y a eu aussi des problèmes de transporteurs et tout ça. Fait que tout ça mis ensemble a fait que l'offre, elle a baissé, là.
Parce que des VR, là, on peut les customiser un peu comme on veut. Là, on voit ça dans les salons. Les gens peuvent choisir le plan qu'ils veulent. Est-ce que c'est plus compliqué quand on veut quelque chose qui est fait sur mesure ou on doit se contenter de ce qu'il y a en inventaire présentement, là? C'est exactement ça. Les gens en ce moment, quand ils viennent dans nos concessions, sont très limités en fait de choix. Et puis même nous, les commerçants, on est un peu dans le néant à savoir quoi qu'on va avoir dans le prochain mois en tant qu'inventaire. Donc, c'est vraiment à la semaine au niveau de tous les changements au niveau de la production. Comme José disait, c'est un manque de matériaux. Moi, j'étais allé aux États-Unis il y a quelques semaines, j'ai constaté, autant la main-d'œuvre, comme José disait, il manque beaucoup d'employés dans plein d'industries. Puis l'Indiana, c'est 90% à peu près des manufacturiers de VR dans l'Amérique du Nord. Donc, c'est très dur pour eux. Leur chaîne de montage, exemple, qui en font d'une marque 20 par jour, peu de jours au lendemain, en faire seulement 12 par manque de tel et tel accessoire. Donc, dans le temps de le dire, quand tu prends du retard sur ta ligne de montage, surtout au début avril l'année passée avec le mois de mai, où ils sont fermés à peu près 6 à 8 semaines, dépendamment du manufacturier, ça l'a repoussé. Puis, c'est exponentiel. C'est pas parce que tu fermes 2 mois que ça fait juste retarder de 2 mois. C'est au contraire. Ça fait juste exponentiel au niveau des retards. Puis là, c'est pour ça qu'on se retrouve à attendre des mois avant de recevoir des unités. Mais ça reprend là, tranquillement, pas vite, on le voit venir. Puis je pense que 2022 va être une année un petit peu plus dans le standard, dans la normalité. Là. On se le souhaite, on se croise les doigts, en fait. Là. Ce qui devient aussi une chose qui est difficile pour les concessionnaires de VR, c'est que quelqu'un qui veut avoir un plan de plancher spécifique, comme on le mentionnait tout à l'heure, va se mettre à magasiner un peu partout à travers le Québec, ce qui fait que on se retrouve à vendre des unités un peu partout. Habituellement, tu vas couvrir ton territoire à toi, et là, on se trouve à vendre, tu sais, moi qui est à Québec, à Alma, je me trouve à vendre des unités à Montréal ou un peu partout. Ce qu'on veut pas nécessairement, c'est pas que c'est parce que c'est dur de servir ton client. Là, plus que si tu viens acheter un VR à Québec et tu as un problème avec, tu es rendu à Montréal, vous comprenez que le service est un petit peu plus difficile. C'est pas ce qu'on prône, en tout cas pas moi. Puis ça, je trouve ça un peu difficile dans cette optique-là. Là. On a parlé des nouveaux clients. Puis ça, c'est le bout, selon moi, le plus intéressant de la pandémie. La popularité, c'est une chose, mais d'aller chercher des nouveaux clients, même si Camping Québec puis la CVRQ s'étaient associés pour une campagne marketing pour aller chercher des nouveaux campeurs, on n'aurait jamais réussi à aller chercher autant de nouveaux clients. Je suis très d'accord. Quel type de client se présente chez vous? Vous êtes dans l'industrie depuis longtemps. Là, je ne veux pas vous vieillir parce que vous êtes tout jeune, là, mais vous en avez vu passer. C'est quel type de client qu'on retrouve depuis 2 ans dans vos concessions? Je te dirais, c'est assez général dans le sens, c'est diversifié au niveau que ce soit des jeunes familles qui habituellement ils seraient payés un voyage dans le sud en plein cœur d'été avec leurs 4 enfants, leurs 2 enfants, peu importe. Ces gens-là n'ont pas pu voyager. Donc là, l'argent qu'ils auraient mis dans un voyage, ils décident de l'investir dans un VR. On a des personnes retraitées aussi qui n'ont pas pu traverser les lignes. Là, il faut qu'ils se trouvent un endroit ici pour l'été. Ça a été diversifié, mais ça a été, je te dirais, un peu le même type de clientèle qu'on avait, mais en plus grand nombre, en plus gros volume. Puis ça reste que, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'avaient jamais eu cette optique-là de faire du camping. Donc, par la bande, moi, je crois qu'un 50-60% de cette nouvelle clientèle-là qui vont avoir pogné la piqûre du camping puis qui vont revenir dans l'industrie, qui vont prôner le VR pour leur famille, pour leur loisir. Mais ça reste que faudrait José à renchérir là-dessus, mais je crois que c'est plus un nouveau. On aurait eu une nouvelle clientèle, mais dans tous les types d'âge, là, ça n'a pas été spécifique à une tranche d'âge plus qu'autant. Donc, moi, si j'avais eu un cours de conduite fourni avec la roulotte, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Alors, ça me dit que beaucoup de gens n'ont jamais remorqué rien dans leur vie. Ouais, c'est vrai, ça. Même pas un trailer qui, là, ont le goût de faire du camping. Je trouve ça bien le fun. Tu sais, je vois en concession une excitation, puis c'est plate parce qu'on n'a pas pu en profiter autant qu'on l'aurait voulu avec la pandémie dans le style de livraison qu'on faisait avec nos clients. Mais je vous dirais qu'on voit certainement beaucoup, même avec des études qu'on a faites à travers le Canada avec Go RVing Canada, Liberté en VR que vous connaissez sûrement. On a vu vraiment une croissance au niveau des gens qui avaient jamais fait de camping. Alors, on a vraiment été chercher une nouvelle clientèle et on le voit sur des sites, les questions qui sont très de base pour des gens qui sont habitués de faire le camping, alors que c'est répondu. Alors, c'est vraiment plaisant pour ça, je vous dirais, de faire découvrir ça à des nouveaux adeptes.
Depuis 3, 4, 5 ans même, c'est quoi la tendance dans l'industrie? Est-ce qu'on a une tendance vers des plus petits équipements pour voyager? Est-ce que c'est les plus gros équipements qui ont la cote? C'est quoi? Ça peut être différent selon le commerçant de véhicules, là, selon ce que vous offrez, mais qu'est-ce que vous observez, vous, chacun de votre côté? Ben, pour ma part, à moi, je vous dirais que, dépendamment des concessionnaires, moi, je vends aucun motorisé. Alors, je me spécialise dans du tractable, alors les véhicules tractables. Okay. Alors, pour moi, ce qui a la cote chez moi, c'est sûr que je vends beaucoup de produits plus de luxe, des caravanes à sellettes, la fameuse fifth wheel qu'on appelle, qui ont moins, je te dirais que j'ai moins d'intérêt sur ces modèles-là et beaucoup plus d'intérêt où j'en ai, exemple, dans la fifth wheel, mais les gens vont les laisser plus stationnaires. Ils veulent pas nécessairement se promener avec. Alors, j'ai des gros morceaux pour les laisser stationnaires sur des terrains qui achètent et tout ça. Mais moi, c'est beaucoup du véhicule en bas de 5 000 et 3 500 livres qui sont tirés par des plus petits véhicules, des petits SUV. Alors pour moi, ça a vraiment, vraiment la cote. Ouais, moi, de mon côté, je te dirais que tout se vend là, en ce moment, là, peu importe, là, mais ça reste que oui, effectivement, comme José, le créneau est plus là. On a beaucoup de nouvelles familles, des nouveaux campeurs, fait qu'ils vont pas nécessairement investir beaucoup de milliers de dollars dans quelque chose qui sont un peu dans le néant, à savoir s'ils vont aimer ça. Donc, les plus petites roulottes, tractables en bas de 5 000 livres avec un petit SUV, je te dirais que c'est ça qui a la cote présentement. C'est sûr que c'est ce qu'on a plus de la misère à avoir des manufacturiers aussi parce que la demande est plus axée vers ces genres de produits-là. Donc, les gens s'y arrachent autant au niveau des particuliers autant que dans les concessionnaires. Mais effectivement, puis ces gens-là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont commencer avec de quoi de plus petit, puis là, ils vont s'en aller vers de quoi de plus grand un peu pour combler le besoin de la famille. Donc, tu sais, ce qui est plaisant, c'est d'avoir ce nouveau type de clientèle-là, puis de bâtir une relation d'affaires avec eux sur un long terme où ce qu'on va les voir grossir au niveau de l'équipement qu'ils ont besoin. Et puis, tu sais, la valeur de revente d'un petit modèle familial de 25 pieds qui pèse 4 500 livres, ben, elle est incroyable en ce moment. Donc, les gens font un bon investissement. Puis, beaucoup de personnes, là, on en parlait récemment, puis qui ont acheté peut-être le 4-5 ans, qui ont revendu leur unité au même prix qu'avaient payé le 4-5 ans. Fait que c'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment au niveau de la demande. Là, c'est assez haut. Oui, ça a changé la donne parce qu'habituellement, un VR, c'est pas un investissement. Là. Ça perd de la valeur, mais là, dans les circonstances actuelles, la perte, elle est beaucoup moins grande qu'elle l'était il y a 10 ans. Là, on ne voit plus ça. Là. Est-ce que ça va rester comme ça longtemps? Ben moi, je pense qu'on est parti vraiment pour une petite vague là, de 5 ans. Là. Je pense sérieusement que les gens ayant goûté à rester au Québec, à découvrir leur Québec ou leur Canada, comme vous voulez, puisqu'on entend souvent les gens partir à l'extérieur, vraiment aller à l'autre bout du Canada pour voyager avec les enfants et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui va... c'est une découverte qu'on n'avait peut-être pas pensé avant, que là, les gens font, puis je te dirais que là, ils trouvent qu'il y a beaucoup de monde un peu dans les campings et tout ça. Là, mais c'est un mode de vie qui va, en tout cas, dans ma tête à moi, pour les prochaines années, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enthousiasme autour de notre domaine. Là. Ah, je suis très d'accord avec José là-dessus. Je crois que, tu sais, au niveau de Camping Québec, les installations, je crois que, tu sais, les campings ont intérêt à investir dans leur terrain, d'agrandir un peu, d'offrir plus de services parce que la demande, elle va être là. Comme José disait, les gens vont être plus craintifs un peu dans les prochaines années. Je pense pas que du jour au lendemain, on va ouvrir les frontières puis les gens vont se précipiter vers les États-Unis ou dans d'autres pays. Je pense qu'on va être quand même conservateur dans nos déplacements puis ça va justement influencer les campings à peut-être promouvoir un petit peu plus de leur installation, en mettre un petit peu plus, puis par la bande, mais les concessionnaires, d'avoir plus de produits à offrir pour la nouvelle clientèle. Là. Fait que oui, effectivement, moi, j'évalue les 3 à 5 prochaines années qui vont être florissantes dans l'industrie du verre. C'est très vaste là, comme intervalle, là, mais pour une famille là, qui écouterait le podcast et qui se dit hey, moi, là, ça fait longtemps que je veux m'acheter une roulotte, là. Ça peut coûter combien un modèle d'entrée de gamme de quelque chose pour une famille de 4? Là, on peut commencer à s'équiper à partir de combien? Ben, si tu parles je veux dire, il y a toujours les fameuses tentes roulottes là, qui sont très bien, qui peut accueillir 4, 6, 7 à 8 personnes qui vont être des alentours, dépendamment de la qualité que tu vas avoir, parce que bon, le prix,
c'est simple. Il y a 3 choses. Il y a le prix, la qualité, puis la pesanteur. Fait que faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux. Mais si on parle de petit endroit, ça peut partir aux alentours de, je sais pas, peut-être dans neuf, là, mettons, vers 9-10 000 là. Puis c'est sûr que dans l'usager, ben, on en ramasse souvent. Là, les premiers clients achètent la tente roulotte, après ça, la ramènent, puis achètent un plus gros équipement parce qu'ils ont bien aimé ça. Alors, dans l'usager, on peut en trouver aussi autour de 7-8 000. Là, je pense que les gens... Faut pas oublier non plus que c'est un investissement qui se finance sur 20 ans. Souvent, les gens le savent pas. Alors, sur 20 ans, quand on parle d'un modèle de l'année, alors on peut enlever, là, à chaque année dans l'usager, on enlève une année au financement. Alors, les banques nous permettent de se rendre jusque-là. Ce qui fait que, bon, ça peut être un petit versement mensuel. Même les gens commencent maintenant, quand ils trouvent ça un peu trop cher, ce qu'ils disent, on va se diriger vers, on va la louer. Alors, il y a des sites maintenant pour louer ton équipement pendant 1 à 2 semaines. Ça les aide à payer leur unité pendant l'année. Alors, beaucoup de gens font ça maintenant. Justement, ces sites-là, je l'avais dans mes notes, là, les sites comme RVZ. RVZ, oui. Ces sites-là, comment vous voyez ça, vous, comme commerçant? Vous voyez ça d'un bon œil? Parce que vous faites de la location, vous aussi, je pense. Oui, ben c'est ça, je voulais parler. Dans le fond, la location, elle a énormément grossi en demande depuis l'année passée. Puis des sites comme RVZ, ben, c'est en parallèle avec nous. C'est correct, c'est de bonne garde, de la bonne compétition. Puis comme José a dit, quelqu'un qui s'achète une roulotte, qui investit un bon montant, ben les 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois qu'il l'utilise pas en son été, il y a une opportunité de passer par un site qui peut le louer et qui inclut une assurance. Fait que, c'est comme assez limité en fait de risque, puis ça fait en sorte que tu récupères un certain montant pour pouvoir payer ta roulotte. Puis pour la nouvelle clientèle qu'on parlait qui ont apparu depuis l'année passée, ben ce qui est le fun pour eux, c'est que tant qu'à investir un gros montant, tu parlais, mettons, donner un price range à peu près, mais un modèle familial, comme qu'on parlait de 4 500 livres, 25-30 pieds, tu peux t'en tirer entre 25 35 000 c'est un ballpark à peu près. Là. Fait que c'est quand même abordable, puis c'est financé sur 20 ans, comme José disait. Mais si, admettons, ils ne veulent pas investir tout de suite, il y a toujours la possibilité de louer chez un concessionnaire 1 semaine. Tu investis un montant entre, je sais pas, 800, 1200 $ par semaine, dépendamment le modèle, et puis tu te retrouves à voir si tu as la piqûre. Si c'est une belle expérience avec ta famille, puis vous tripez au bout, ben tu viens de faire un petit investissement, puis après ça, qui peut se convertir dans un plus gros investissement. Fait que, les possibilités pour les nouveaux campeurs, le potentiel de la nouvelle clientèle est quand même là, de voir un petit peu goûter avant vraiment d'acheter. Je pense que c'est une super belle option. Puis, juste moi, personnellement, mon commerce, ça l'a doublé depuis l'année passée, la demande en fait de location. Puis, je pense que les concessionnaires restent à leur avantage d'en faire au même point que RVZ le fait. Là. Bien, je pense que c'est peut-être votre cas, mais il y a plusieurs commerçants qui le font. Pour les campeurs, les futurs campeurs qui n'ont pas de véhicule tracteur, il y a même des commerçants qui vont louer l'équipement puis ils vont aller vous le livrer au camping que vous avez réservé. Oui. Ils vont vous l'installer s'il n'y a pas de roulotte en location à ce camping-là. Fait qu'il y a des services complets que vous offrez aussi. Là. Effectivement, on va les porter dans les campings. C'est sûr qu'on a une règle de rayon, de kilométrage à l'entour de notre concessionnaire, mais la plupart le font comme ça. Donc, les gens qui n'ont pas de véhicule pour tirer, ben ils ont l'avantage de pouvoir s'en faire livrer. Fait que, toutes sortes de nouvelles clientèles, de personnes qui considéraient même pas le camping avant, ont plusieurs options sur la table pour commencer dans ce domaine-là. Parlons du futur un peu. Les véhicules récréatifs ont évolué depuis plusieurs années. Là, on se dirige avec des lois environnementales quand même assez restrictives. On parle même d'abolir les véhicules à essence dans un horizon quand même pas si lointain. Comment vous recevez ça, vous, de votre côté? Nous autres, on vit une certaine inquiétude du côté des terrains de camping, à voir comment le marché va s'ajuster à ça. Vous voyez ça comment? Moi, écoute, je côtoie de près l'industrie d'automobile. Écoute, je vois que les manufacturiers s'ajustent. Ils sortent maintenant des pick-up électriques et tout ça. Je pense que écoutez, je pense que ça n'arrêtera pas. Comme la construction, ils n'arrêteront pas de traîner leur trailer. J'ai zéro problème à penser que l'industrie automobile va s'ajuster à ça. Je pense qu'ils sont déjà prêts et on va suivre avec ça. Je pense pas que ça ait un impact, moi.
Non, puis tu sais, comme José a dit, on a déjà des véhicules, là, ils annoncent déjà des camions électriques sur le marché qui s'en viennent d'ici 1 an ou 2. Ce que tu disais au niveau des lois, là, au niveau de l'environnement, je pense que ça avait été annoncé à l'entour de 2030, fait que ça laisse encore 9 ans à l'industrie de l'automobile de s'ajuster puis de créer des modèles tractables électriques. Regardez Tesla qui ont fait un camion que je pense qu'il va avoir une capacité de 5000 livres, si je ne me trompe pas. Fait que c'est énorme quand même. Donc, je pense que d'ici 9 ans, puis l'évolution est exponentielle dans ce domaine-là. Moi, je suis zéro inquiet également. Là. Ça va s'ajuster. Puis les véhicules sont de plus en plus verts aussi au niveau avec des panneaux solaires, l'équipement. Fait que c'est rendu quasiment standard. Plusieurs marques de manufacturiers depuis cette année, c'est standard. Ça vient avec des panneaux solaires. Avant, c'était une option qu'on envisageait chez un fournisseur local. Maintenant, c'est le manufacturier qui le fait. Fait que déjà là, en ce moment, 2021, on voit une grosse évolution à travers ça. Est-ce qu'il y a possibilité d'alléger les véhicules récréatifs pour que ça soit plus facilement tractable ou il y a un enjeu de qualité là-dedans aussi? Là? Ça, je pense qu'on pousse déjà depuis quelques années, là, on pousse au maximum la pesanteur du véhicule. Comme je disais tantôt, il y a 3 choses. Si tu veux de la qualité puis tu veux pas payer cher, écoute, tu n'auras pas... je veux dire, si tu veux pas payer cher, tu veux de la qualité, tu vas avoir une grosse unité, elle va être beaucoup plus pesante. Fait que si tu la veux pas pesante avec de la qualité, tu vas la payer très cher. Alors là, ça va être en aluminium et tout ça. Mais la plupart des gens qui rentrent chez nous, là, la veulent pas pesante, beaucoup d'espace et ils la veulent pas cher. Fait qu'ils veulent les 3, mais il faut que tu en oublies un des 3. Ça, on a le même problème du côté des terrains de camping. On veut des terrains ombragés, pas d'arbres. C'est vrai, c'est un peu ça. Exactement. Alors, on a tous nos défis, mais je pense que dans les dernières années, ils ont vraiment là, poussé au maximum tout ce qu'ils pouvaient mettre de moins de moins de la pesanteur du véhicule. Et on voudrait pas non plus se rendre, on a gagné un peu de qualité au cours des années, puis on voudrait pas se rendre à en reperdre. Là, mais probablement que, écoutez, on va, comme l'automobile, on va trouver encore des façons de faire qui vont être hautes. Là. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Là. Ça reste que c'est des maisons sur roues qui roulent sur la route. Donc, c'est une structure qui travaille énormément. Donc, de là à alléger, il faut que ça soit assez solide aussi. Là. Puis, ils ont changé beaucoup les suspensions, changé les matériaux au niveau de la construction pour le rendre le plus léger. Mais comme José a dit, je pense qu'on a atteint une certaine limite. Il faut arrêter de se rendre plus bas. Sinon, on downgrade la qualité, puis c'est ce qu'on ne veut pas dans l'industrie. Au-delà de la qualité, il y a l'entretien qui est important parce qu'on achète un véhicule récréatif. C'est comme quand on achète une maison, un véhicule pour se déplacer. Il faut en prendre soin. C'est quoi les clés qu'un campeur doit faire quand il achète son VR? Là? Qu'est-ce qu'il devrait faire à chaque année immanquablement? Et moi, je te dirais que maintenant, les concessionnaires sont très, très sensibilisés et sensibilisent leur clientèle à l'entretien du véhicule. C'est comme moi, par exemple, dans ma concession, j'ai commencé il y a 2 ans à donner 3 ans d'entretien sur les véhicules. Je veux revoir mes clients chaque année. Je veux que mes clients aient une belle expérience. Alors, je les coach dans comment entretenir ton véhicule. Puis si jamais il y a quoi que ce soit dessus, on le répare comme ça. On sort peut-être 2 semaines par année, des fois pour certaines personnes. La majorité des clients sortent 1 semaine ou à 2 semaines par année au total avec leur unité. Alors, quand on sort, il faut avoir du plaisir, il faut pas avoir de problème avec. Mais ce qui fait foi de tout pour avoir du plaisir, c'est sûr que c'est l'entretien des joints. Du véhicule. Alors, ça, on en parle à la livraison. On montre aux gens qu'est-ce qu'il y en est. On est rendu même chez nous qu'on leur donne des tubes pour leur dire, regarde, tu roules avec, tu la vérifies le plus souvent possible. C'est une maison sur roue. Là, demain matin, tu mets ta maison sur un trailer, je suis pas sûre que tu n'arriveras pas avec des fissures à l'autre bout. Alors, il faut être conscientisé de ça. Mais je pense que les concessionnaires ont vraiment pris le temps d'expliquer à leurs clients. Alors, puis on a plein de vidéos sur YouTube maintenant, qui en parlent. Encore une fois, les saisons du camping de ce monde en parlent souvent aussi. Fait que je pense que les gens sont plus sensibilisés à ça, là, à l'entretien. C'est les freins, les bearings, ces affaires-là. Le monde ne pense pas à ça. Il faut les faire. Là, c'est un trailer.
Exactement. Puis, tu sais, il faut revenir à la base aussi. Là, le manufacturier, il stipule, puis il colle lui-même un collant à côté de la porte qu'il faut vérifier les joints d'étanchéité aux 90 jours. Donc, il mentionne déjà en partant quand la roulotte est neuve de faire une vérification 3 à 4 fois par année. Dans le manuel d'instruction du propriétaire, c'est également noté, assez bien spécifié. Puis, comme José a dit, les concessionnaires, on leur en donne encore plus. On leur donne un livre d'instruction, une clé USB avec des vidéos comment entretenir. Fait que, tu sais, rendu là, c'est une question de vouloir, là, parce que moi, je dis tout le temps à ma clientèle, vous avez un véhicule que vous voyagez avec quotidiennement. Vous êtes chez le concessionnaire 3-4 fois par année à faire un changement d'huile, vérifier les freins, vérifier les bearings. Tu sais. Donc, votre roulotte, c'est le même principe, là. Tu sais, comme José a dit, c'est une maison sur vous. On vit 4 saisons au Québec. On a le gel-dégel. C'est un stress sur la structure de base. Le meilleur ami du campeur, c'est le soleil. On est content quand il fait beau, mais c'est un peu le pire ennemi de la roulotte aussi. Fait que, tu sais, c'est continuellement de vérifier visuellement. Puis de temps en temps, comme José a dit, on donne un gun de silicone au client. Ça s'applique super facilement. Tu traces ton doigt dessus avec une guenille. Tu sais, il y a des façons de le montrer, il y a des façons de l'expliquer pour rendre ça facile. Puis je pense que, tu sais, plus tu conscientises ta clientèle, plus ils sont avertis, puis ils vont en prendre soin, puis moins il y a de problèmes en cours de route. Avant, il y a 4-5 ans, peut-être qu'on se fie un petit peu plus au fait que le client allait se renseigner par lui-même. Non, au contraire, là, ce qui est arrivé souvent, c'est que là, il y a eu des problèmes au niveau de la qualité de construction. Ça s'est résorbé dans les dernières années, mais ça reste que le concessionnaire a une responsabilité d'avertir son client de l'entretien, mais le propriétaire de la roulotte a une responsabilité d'entretien sur sa roulotte. Fait que, tu sais, je pense que ça part du concessionnaire, mais après ça, c'est d'entretenir le client pour qu'il soit conscient de ce qu'il a à faire dessus. Et quelqu'un qui n'est pas habile, il y a plein de gens qui font ce service-là, que ce soit, il y a des commerçants qui le font, mais il y a d'autres entreprises à côté qui peuvent les aider là-dedans parce que, bon, moi, je ne suis pas capable de poser une tablette, là, je ne serais pas capable d'entretenir mes joints de roulotte. Fait que il y a plein de ressources pour les propriétaires de véhicules récréatifs. Oui. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le VR du futur, là? Tu sais, on a parlé de panneaux solaires tantôt, puis que c'est arrivé dans le marché, là. Comment vous voyez les prochaines années pour les véhicules récréatifs? Est-ce qu'il y a des choses que... Parce que des fois, vous allez dans des salons aux États-Unis, vous voyez ce qui s'en vient. C'est quoi votre perspective du futur, là? Ben moi, je pense sérieusement, puis le solaire devient quelque chose de très, très, très présent dans nos unités. Alors, la plupart maintenant, là, puis on a une grosse demande parce qu'il manque de terrain de camping. Alors, les gens vont s'en aller en camping sauvage et tout ça. Toute l'énergie alternative là, devient vraiment quelque chose de très, très, très tendance dans les véhicules de VR. Fait que moi, je pense que c'est ça qui va être la grosse nouveauté. Oui. Puis, tu sais, j'ai un manufacturier là, qui a présenté un modèle à l'automne dernier où c'était des batteries de lithium en entier. C'était comme 12 batteries, des panneaux solaires à grandeur. Tu fais faire fonctionner ton air climatisé là, sans être branché. Donc, imagine, comment je pourrais dire ça? T'es full autonome avec ta roulotte, t'es dans le fin fond des bois, tu peux tout faire fonctionner dedans, les mêmes appareils comme l'air climatisé, micro-ondes, tout ça. C'est rendu à ce point-là, la technologie. Tu sais, on l'a vu avec Tesla il y a quelques années, c'était futuriste avec les batteries, tout ça, mais ça s'en va dans le VR tranquillement, pas vite aussi. Donc, je pense que de plus en plus, on va voir là, de la nouveauté technologique au niveau de self-efficient qu'appelle, là, qui veut dire que c'est 100% autonome. José, l'industrie des véhicules récréatifs, on ne se cachera pas, là, c'est un monde d'hommes. Là. J'ai assisté à vos événements. T'es un phénomène rare. Comment on tire son épingle du jeu comme femme dans cette industrie d'hommes? Oui. Ben, si tu le dis, oui, mais tu sais, je te dirais que moi, je suis une fille qui vient du monde de l'automobile avant, alors j'ai déjà été bien coachée par par mes amis de l'automobile étant un peu plus jeune. Alors, je me suis habituée à ça, mais je te dirais que le monde du VR m'a très, 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 très bien reçu. Et puis, mais c'est drôle parce que j'ai un aviseur au bureau qui est une fille qui s'occupe de répondre au téléphone aux clients, puis il y a encore vraiment des gens qui veulent parler. Peux-tu parler à un technicien? Tu sais, c'est comme si ça existait dans le temps que j'étais aviseur technique dans l'automobile avant que je fasse mon entrée là-dedans. Mais tu sais,
je suis encore surpris aujourd'hui. Mais pour vous, messieurs, qui êtes macho ou je sais pas trop quoi, souvent, les femmes en connaissent un peu plus. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais tu sais, c'est très drôle de voir qu'on fait la différence entre les deux. Et je te dirais qu'effectivement, souvent, je suis présentée à des nouveaux clients, puis les gens sont surpris de voir qu'une femme à la tête d'une concession, malgré qu'aujourd'hui, c'est pas rare de voir une femme à la tête d'une entreprise. Là. Je trouve ça toujours très comique. Là. Mais ça, là, les machos là, qui font cette demande-là de parler à un homme, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce que... Non, exactement. moi, je vais renchérir là-dessus. Je ne veux pas lancer des fleurs. Josée, je la connais depuis plusieurs années. Je suis son vice-président à la CVRQ. Mais tu sais, Josée, c'est une femme qui a de la drive. Elle sait où ce qu'elle s'en va. Puis même au niveau national, là, même international avec les Américains, Josée qui a de brasser la soupe. Là, puis elle attire beaucoup les intérêts de nous autres au Québec avec notre association. Puis qu'elle soit une femme ou un homme, rendu là, je pense que c'est une question d'avoir de la drive puis du vouloir. Puis Josée, elle a fait sa place. Puis là-dessus, j'y renvoie des fleurs parce que l'industrie du VR, là, on est respecté au Québec, puis on est écouté surtout. Puis il y a une grande partie grâce à Josée. Donc, homme-femme, moi, je pense qu'on est rendu ailleurs en 2021. Oui, puis il y a une autre femme qui se distingue bien dans votre industrie, c'est Éléonore Ham à RVDA Canada, qui est votre directrice générale, femme de caractère. Alors, je pense que ça valait la peine de le souligner parce que c'est loin d'être un univers macho. Non, écoutez, exact. Marc, Josée, je vous remercie énormément de ce temps-là. Ça a été un super bel échange, puis je pense que les campeurs vont apprécier, puis mes propriétaires de camping aussi. Puis qu'on continue à travailler tous ensemble pour le bien de l'industrie du camping. Je pense qu'on forme une belle équipe. Puis peut-être une dernière petite chose avant. Salon du VR. Là. Oui. Est-ce que ça revient au printemps? Écoute, c'est drôle que tu nous lances ça parce que ce matin, étant donné, on le mentionnait un peu, on est, moi et mon ami Marc, on siège sur le comité de l'ACVRQ. Alors, j'en suis présidente et c'est le vice-président. Alors, c'est l'ACVRQ, l'Association des concessionnaires de VR, qui chapeaute ces beaux événements à Montréal et à Québec. On est les promoteurs. Alors, on a discuté ce matin. Alors, oui, on aura 2 salons l'an prochain, à moins que, le COVID, ça chante sur nous encore une fois, mais effectivement, on est en préparation de ça et c'est sûr que cette année, on va inviter les gens à venir voir les unités et en tout cas, visiter peut-être leur concessionnaire un petit peu d'avance parce que je vous le dis, là, c'est le temps de commander vos unités pour l'an prochain, là. Exactement. Ben, écoutez, merci grandement, Josée et Marc, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi de nous recevoir. Merci à toi, Simon. Merci. Merci. Bye-bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.